Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Voici les informations essentielles à retenir de ces derniers jours. La Cour des comptes a publié son rapport d'audit portant sur l'exercice 2025, mettant en évidence plusieurs irrégularités relevées au sein de ministères, d'organismes rattachés, ainsi que de projets financés par des partenaires techniques et financiers. Face aux préjudices financiers identifiés, le président de la refondation a instruit les autorités concernées de prendre des mesures fermes, incluant la clarification des responsabilités et la mise en œuvre d'actions correctives. Reportage de Nalsou Randjemasnour. La Cour des comptes de Madagascar révèle un préjudice financier de l'État estimé à 3 811 milliards d'ariars pour l'année 2025. Ce chiffre ressort des audits menés au sein de plusieurs ministères et organismes publics. Dans son rapport, l'institution pointe de nombreuses irrégularités, notamment des manquements aux règles encadrant les marchés publics, ainsi qu'une gestion jugée défaillante au patrimoine de l'État. Plusieurs projets d'envergure sont également concernés, à l'instar de la nouvelle ville et des infrastructures numériques, dont les résultats sont jugés insuffisants au regard des financements engagés. Les projets financés par la Banque mondiale n'échappent pas non plus aux critiques. Un audit consacré au secteur de l'énergie met en évidence une gestion qualifiée d'opaque des fonds destinés à la densification des réseaux électriques. S'agissant des infrastructures routières, la Cour relève des non-conformités techniques, incluant l'utilisation de matériaux de qualité insuffisante, l'apparition de fissures, ainsi que des retards dans l'exécution des travaux. Face à ces constats, le président de la République, Michael Randrianirina, a donné des instructions fermes. Il exige l'ouverture d'enquêtes approfondies visant l'ensemble des responsables impliqués, sans distinction de statut, ainsi que leur traduction en justice en cas de preuves avérées. Le chef de l'État demande également que les résultats des investigations soient rendus publics, rappelant que la souveraineté appartient au peuple. Il appelle par ailleurs à des réformes urgentes de structure et du cadre légal afin de renforcer l'efficacité des mécanismes de contrôle et la gestion des finances publiques. La Cour des comptes souligne que la publication de ces audits vise à informer les citoyens tout en incitant les décideurs à engager des réformes structurelles. Et toujours dans le même cadre, le nouveau Premier ministre Dzonarsson Mamtinajano Rufin a officiellement pris ses fonctions lundi au palais de Mazoriv à l'issue d'une cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur Dzonarvel Ertsanam. Organisée dans un cadre protocolaire, cette transition marque le transfert officiel des responsabilités à la tête du gouvernement. À cette occasion, le chef du gouvernement entrant a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre des actions concrètes fondées sur les principes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance. Voulara Farasso et Rizal Koutson. Mettre en œuvre la politique de refondation de la République dans la transparence avec courage pour servir le peuple et la patrie, renforcer l'unité des Malagasy, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, telle est la vision que veut atteindre le nouveau Premier ministre Dzonarsson Mamtinajano Rufin. Une mission prioritaire qui lui a été confiée par le président de la refondation de la République. Il s'agit d'un travail urgent qui doit produire des résultats concrets conformément à ses engagements. Il a exprimé sa reconnaissance pour la confiance accordée dans ce processus de refondation en le nommant et en lui confiant cette grande responsabilité. Prendre la relève, c'est améliorer, a-t-il déclaré. Il a également remercié le travail accompli par l'ancien Premier ministre Dzonarvel Ertsalam. Des résultats et des réussites sont attendus car la population malagasy est pressée de voir des changements. Un plan basé sur des indicateurs de résultats sera présenté pour montrer les transformations réalisées.
Les efforts de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent seront poursuivis afin d'assurer la transparence de toutes les actions de développement. C'est d'ailleurs un domaine dans lequel le nouveau Premier ministre s'est illustré durant son passage à la tête du SAMIFIN. Il a souligné que les résultats ne peuvent être obtenus sans unité et sans collaboration entre les employés au sein de la primature. La passation de pouvoir entre le nouveau chef du gouvernement, Razon Mamtina Jano, et l'ancien Premier ministre, Razon Harvey Luetsalam Andjiamas, s'est déroulée dans un esprit de fraternité. Ce dernier lui a remis un livre blanc retraçant les actions menées durant les 4 derniers mois, notamment les solutions d'urgence mises en place pour alléger les difficultés sociales, en particulier celles des jeunes. Ce document permettra de poursuivre la réforme de l'administration publique. Concernant la formation du nouveau gouvernement, le Premier ministre a indiqué qu'il souhaite collaborer avec des ministres dynamiques et compétents, prêts à apporter leur savoir-faire pour le redressement du pays et aussi pour répondre aux besoins essentiels de la population malagasy. Le mois sacré du Ramadan a atteint son 30e et dernier jour le jeudi 19 mars, marquant son achèvement pour la communauté musulmane à Madagascar. Cette période de jeûne, de prière et de recueillement spirituel s'achève ainsi avec l'entrée dans la célébration de l'Eid el-Fitr, la journée déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Les fidèles musulmans représentent environ 35% de la population, conférant à cet événement religieux une importance particulière dans le paysage socio-culturel du pays. Reportage de Mireille Andrianzafi. À Madagascar, le Ramadan occupe une place importante dans la vie de la communauté musulmane qui représente une part significative de la population. Pendant ce mois sacré, les fidèles observent le jeûne quotidien du lever au coucher du soleil dans un esprit de piété, de discipline et de partage. Le Ramadan, c'est pour nous rappeler que le tiers de notre planète jeûne toute l'année. Le Ramadan, scientifiquement parlant, permet de purifier en profondeur le corps humain. Surtout que pendant le Ramadan, il y a cette grâce divine qui descend dans l'univers et qui permet à beaucoup de personnes égarées. La fin du Ramadan est marquée par la célébration d'Eid el-Fitr, une fête majeure dans l'islam. Madagascar, cette journée est reconnue comme fériée, chômée et payée. Elle débute par une grande prière collective organisée dans les mosquées ou un plein air ressemblant des milliers de fidèles. Avant cette prière, les musulmans s'acquittent à la Zakar el-Fitr, un homme destiné aux personnes dans le besoin afin que tout puissent célèbre la fête dans la dignité. Ce geste renforce l'esprit de solidarité qui caractérise cette période. Après la prière, presque la fête, les fidèles, vêtus de leurs beaux plus habits, rendent visite à leurs proches et partagent des repas festifs. L'Eid el-Fitr est aussi un moment de joie, de retrouvailles et de fraternité. Tout le monde se retrouve. Femmes, enfants, bien entendu, avec les piliers de la famille qui sont les hommes, pour prier ensemble, c'est en quelque sorte une façon de s'unir encore plus, de s'aimer encore plus et de semer la paix entre, d'abord, les musulmans, quelle que soit leur congrégation, mais également avec les autres monothéistes, qui sont les chrétiens et les juifs, que nous invitons également, pas pour prier parce qu'ils sont de confessions différentes. La présence des musulmans à Madagascar remonte à plusieurs siècles, bien avant la colonisation. Des commerçants arabes marquant dans l'océan Indien accostent sur les côtes nord et nord-ouest, notamment à Mahajanga et Antsirangan. Actuellement, près de 35% de la population malagasy se réclame dans la religion musulmane.
Et dans un tout autre sujet, un atelier de formation consacré à l'usage des technologies d'intelligence artificielle dans le secteur des médias s'est tenu les 17 et 18 mars au Défend Mivat autour du thème « Informer à l'ère de l'intelligence artificielle ». Les participants ont été initiés à l'utilisation d'outils d'IA appliqués à la production journalistique, notamment pour l'optimisation du traitement de l'information, la vérification des contenus et l'adaptation aux nouvelles pratiques rédactionnelles. Noursou Ranjamana. L'intelligence artificielle n'est plus un simple outil, elle devient à la fois un défi et un levier stratégique pour les journalistes. Au Défend Mivat, ils étaient 26, issus de médias publics et privés, à participer à cette formation parmi les 130 inscrits. Objectif, mieux informer à l'ère de l'intelligence artificielle. On a besoin de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment intéressant. C'est un complément d'informations que l'IA nous donne. Mais nous, les journalistes, nous, on a notre vision, notre version des faits face à l'actualité qu'on va donner aux auditeurs. Animée par un expert en intelligence artificielle et en sécurité numérique, la formation a permis aux participants de découvrir correctement les potentialités de ces nouvelles technologies. Ce qu'on a vu, c'est comment était composée une intelligence artificielle, quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde du journalisme à Madagascar. On a essayé de déconstruire ce que les gens pensent en général de l'intelligence à Madagascar. On a mis en place des outils d'investigation comme l'OSINT, améliorés avec l'intelligence artificielle, qu'on a travaillé avec des études de cas pour que ce soit adapté à Madagascar, parce qu'il ne s'agit pas d'aller prendre des outils et des concepts ailleurs et les emmener ici, ça ne fonctionne pas. Donc on a fait en sorte de prendre ces outils-là et de faire en sorte qu'ils répondent clairement aux besoins des journalistes à Madagascar. Et on espère que c'est quelque chose qui va continuer dans le temps. Le secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture a également souligné l'importance de cette initiative pour l'avenir du paysage médiatique malagasy. J'espère que la coopération va durer et que ce ne sera pas la seule fois où vous allez former des acteurs du média, les acteurs de la communication à Madagascar en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Le ministère espère que ce ne sera pas la première fois. Il y aura, comme l'a dit tout à l'heure, un des bénéficiaires de la formation. Nous espérons qu'il y aura un deuxième fois et il y aura des différentes étapes de la formation concernant l'intelligence artificielle en connectant cela avec tout ce qui est côté information et communication. Rédaction, vérification des faits, analyse de données, plusieurs usages de l'IA ont été présentés aux journalistes avec des démonstrations pratiques pour une utilisation responsable et efficace. Depuis février, la Radio nationale malagasy diffuse une émission bimensuelle intitulée Tamro, dédiée aux échanges avec les partenaires internationaux de Madagascar. Ce programme aborde aussi bien les relations diplomatiques que les coopérations culturelles et économiques. Il a invité de l'édition de ce dimanche, l'ambassadeur de la Chine à Madagascar, Jinping, a échangé sur les perspectives de coopération entre les deux pays. Un résumé de cet entretien avec Noursou Ranjamana. La coopération entre la Chine et Madagascar, initiée dans les années 70, n'a cessé de se renforcer et de se diversifier au fil des décennies. D'abord axée sur les relations diplomatiques et économiques, elle s'étend aujourd'hui à plusieurs secteurs stratégiques. En 2024, les deux pays ont franchi une nouvelle étape en élevant officiellement leurs relations au rang de partenariat. Au-delà des échanges économiques, la dimension culturelle occupe également une place importante dans cette coopération. Récemment, l'ambassade de Chine à Madagascar a organisé un festival de films chinois illustrant la volonté de promouvoir les échanges artistiques. Par ailleurs, des œuvres littéraires chinoises sont traduites en malagasy, tandis que certaines universités en Chine proposent désormais des formations diplômantes en langue malagasy. Le secteur du tourisme bénéficie lui aussi de cette dynamique. Le tournage de l'émission de télé-réalité chinoise Divas Hit the Road
dans la Grande Île a contribué à accroître la visibilité de Madagascar auprès du public chinois, notamment des jeunes, suscitant un intérêt croissant pour la destination. Sur le plan technologique, la Chine, reconnue pour ses avancées dans ce domaine, envisage de renforcer sa coopération avec les médias publics malagasy. L'ambassade de Chine projette ainsi d'apporter son appui à la radio nationale malagasy, qui célébrera ses 95 ans en avril, ainsi qu'à l'Office de la radio et de la télévision malagasy ou l'ORTM. Et puis Madagascar accueillera les 30 et 31 octobre 2026 la première édition du congrès dentaire de l'océan Indien. Initiée par l'association dentaire malagasy, cette rencontre régionale vise à renforcer la coopération entre les professionnels de la santé bucco-dentaire des îles de la région et des pays partenaires. L'événement permettra notamment de mettre en lumière les avancées en chirurgie dentaire et de favoriser le partage d'expertise. Il ambitionne également de structurer un réseau régional autour des enjeux de santé bucco-dentaire. Marchara Markutu. Placée sous le thème Sourire demain, la première édition du congrès dentaire de l'océan Indien propose une réflexion sur l'évolution de la profession à la croisée de l'innovation technologique. Durant le congrès, plus d'une vingtaine de conférences et d'ateliers techniques seront animés par des experts internationaux autour de 4 axes majeurs: cabinet et performance, chirurgie et implantation, esthétique et technologie, y compris l'intelligence artificielle. Un espace d'exposition et de réseautage sera également dédié aux acteurs du secteur. À l'initiative de Madagascar, cet événement réunira des participants venant de Madagascar, des Seychelles, de Maurice, de La Réunion, de France, du Maroc, du Rwanda et du Kenya. Il y a 2 congrès qui vont se tenir. Il y a le congrès national qui va avoir plus une visée professionnelle interne, c'est-à-dire tout ce qui est régulation, tout ce qui est régulation de la profession. D'accord ? Le congrès régional est plus axé sur le professionnel et sur le scientifique. Le pays dispose d'un potentiel énorme et réel en matière de santé, de formation, par le biais de l'IOSTM et de rayonnement régional. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision d'organiser cette première édition du CDOI à Madagascar. Madagascar a sa place naturelle dans l'océan Indien, d'abord de par sa taille, donc la place est naturelle, pour donc accueillir cet événement qui est majeur. 3e jour, donc 1er et 2e jour seront vraiment pour les professionnels et ceux qui sont acteurs dans le domaine de la santé dentaire en général et santé en général. Mais le 3e jour sera axé sur le tourisme. Donc on va leur faire découvrir notre pays, les alentours. Il y aura un petit peu de loisirs, bien sûr, mais le tourisme tout court, pas dentaire, sera également à l'ordre du jour lors de ce congrès. Une partie de l'événement sera par ailleurs consacrée à la promotion du tourisme. À travers cette initiative, Madagascar souhaite contribuer au positionnement de la Grande Île comme pôle d'échange, de formation et de valorisation en santé dentaire, tout en renforçant son attractivité en tant que destination touristique privilégiée. À l'occasion de la Journée internationale de la trisomie 21, célébrée chaque 21 mars, les parents d'enfants atteints de trisomie 21 intensifient leur mobilisation pour une meilleure inclusion. Un plaidoyer adressé à la fois aux familles et à l'ensemble de la société pour promouvoir un accompagnement adapté et garantir le respect des droits des personnes concernées. Nandiane Razaf Jamar. Dès la grossesse, le diagnostic était posé. La petite Arine est porteuse de trisomie 21. Une réalité que sa mère a choisi d'affronter avec courage. Je me suis préparée physiquement et psychologiquement à accueillir mon enfant, raconte-t-elle. J'étais à l'âge de 40 ans, à l'époque où j'ai eu Arine. Ce qui a influé sur ma grossesse m'a indiqué mon médecin traitant. Cela ne veut pas dire que toute gestation à partir de la quarantaine développera un enfant ayant la trisomie 21, explique-t-elle.
Le risque existe selon la médecine. Moi, je fais partie des femmes plus de 40 ans ayant eu un enfant trisomique. Ainsi, lorsque Arine est née, elle a été tout de suite prise en charge. Kinésithérapie, orthophonie. Certes, les enfants trisomiques ont leur propre cadence d'apprentissage, mais avec une prise en charge à temps, ils apprennent à grandir et à être moins dépendants de ses proches, explique la maman d'Arine. Comme tous les enfants, Arine a intégré le système scolaire, mais au fil des années, subissant moqueries, exclusion, discrimination, son envie d'apprendre s'est fragilisée. Une situation loin d'être isolée. De nombreux parents témoignent des difficultés rencontrées par leurs enfants dans leur parcours scolaire et social. Parcours souvent marqué par le manque de compréhension et d'encadrement adapté. Face à ces défis, les parents d'enfants porteurs de trisomie 21 montent au créneau. Leur objectif, faire évoluer les mentalités et rappeler une évidence trop souvent ignorée. Ces enfants, bien que différents, ont les mêmes droits que tous les autres. Hier, 21 mars, journée internationale de la trisomie 21, les familles lancent un appel fort, celle d'une société plus inclusive et solidaire. Se soutenir mutuellement pour mieux inclure, tel est le mot d'ordre porté par ses parents qui invitent chacun à changer de regard et à agir. Quelques mots, mais toujours porteurs d'émotions. C'est dans cette atmosphère empreinte de sensibilité que s'est ouverte la Journée mondiale de la poésie, célébrée hier à Tal Rariasn, au cœur de la capitale. À l'initiative de l'Association des poètes et écrivains malagasy, l'événement a rassemblé plusieurs des amoureux des lettres, auteurs et curieux autour d'un même souffle, celui de la création littéraire. Sandra Rakoutoarson. Ny voninkazo maro loko izay mamery veromanitra, ireo siokamboly kely maharavoravo-saina, mamelona fanantenana rehefa tonga ny maraina. Dans la rue, au cœur de la ville, la poésie s'est mêlée au quotidien, portée par des performances littéraires, des manifestations poétiques ou du Tabataba Tunkalo et des ateliers d'écriture. Au-delà de l'expression artistique, les textes présentés ont fortement porté un message axé sur la valorisation de l'identité malagasy. À travers les mots, les participants ont célébré leur attachement au pays, à la culture et aux valeurs qui fondent la société malagasy. Ouvert à tous, l'événement a permis à chacun de s'exprimer librement. Certains ont décliné leurs poèmes avec ferveur, d'autres ont improvisé, tandis que d'autres ont encore choisi d'écrire, laissant parler leurs émotions et leurs convictions les plus profondes. Selon Grefine Bakoulnian, membre d'une association de poètes et d'écrivains malagasy, l'objectif est de promouvoir la poésie et d'offrir à chacun un espace d'expression à travers l'écriture, une initiative qui vise également à rapprocher la poésie du grand public. Dans l'ensemble, cette célébration a démontré que la poésie demeure un puissant vecteur d'expression capable de transmettre des émotions, mais aussi des valeurs. Merci pour votre attention et votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous.